La première journée de nos deux voyageurs fut assez agréable. Ils étaient encouragés par l'idée de se voir possesseurs de plus de trésors que l'Asie, l'Europe et l'Afrique n'en pouvaient rassembler. Candide, transporté, écrivit le nom de Cunégonde sur les arbres. À la seconde journée, 2 de leurs moutons s'enfoncèrent dans des marais et y furent abîmés avec leur charge. 2 autres moutons moururent de fatigue quelques jours après. 7 ou 8 périrent ensuite de faim dans un désert, d'autres tombèrent au bout de quelques jours dans des précipices. Enfin, après 100 jours de marche, il ne leur resta que 2 moutons. Candide dit à Cacambo : « Mon ami, vous voyez comme les richesses de ce monde sont périssables. Il n'y a rien de solide que la vertu et le bonheur de revoir mademoiselle Cunégonde. »« Je l'avoue, dit Cacambo. Mais il nous reste encore 2 moutons, avec plus de trésors que n'en aura jamais le roi d'Espagne. Et je vois de loin une ville que je soupçonne être Suriname, appartenant aux Hollandais. Nous sommes au bout de nos peines et au commencement de notre félicité. » En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. « Eh mon Dieu !» lui dit Candide en hollandais. « Que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois ?»« J'attends mon maître, Monsieur Vanderdendur, le fameux négociant. » répondit le nègre. « Est-ce Monsieur Vanderdendur qui t'a traité ainsi ?»« Oui, monsieur, c'est l'usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement 2 fois l'année. Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Et je me suis trouvé dans les 2 cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit 10 écus patagons sur la côte de Guinée, elle me disait « Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux. Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les Blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. » Hélas, je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les perroquets sont 1000 fois moins malheureux que nous. Les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste, mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de Germain. Or, vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une manière plus horrible. »« Oh, Pangloss, tu n'avais pas deviné cette abomination ?» s'écria Candide. « C'en est fait. Il faudra qu'à la fin je renonce à ton optimisme. »« Qu'est-ce qu'optimisme » disait Cacambo. « Hélas, dit Candide, c'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. » Et il versait des larmes en regardant son nègre, et en pleurant, il entra dans Suriname. La première chose dont il s'informe, c'est s'il n'y a point au port quelque vaisseau qu'on pût envoyer à Buenos Aires. Celui à qui ils s'adressèrent était justement un patron espagnol qui s'offrit à faire avec eux un marché honnête. Il leur donna rendez-vous dans un cabaret. Candide et le fidèle Cacambo allèrent l'y attendre avec leurs 2 moutons. Candide, qui avait le cœur sur les lèvres, conta à l'Espagnol toutes ses aventures et lui avoua qu'il voulait enlever mademoiselle Cunégonde. « Je me garderai bien de vous passer à Buenos Aires, » dit le patron. « Je serai pendu, et vous aussi. La belle Cunégonde est la maîtresse favorite de monseigneur. » Ce fut un coup de foudre pour Candide. Il pleura longtemps. Enfin, il tira à part Cacambo. « Voici, mon cher ami, ce qu'il faut que tu fasses, » lui dit-il. « Nous avons chacun dans nos poches pour 5 ou 6 millions de diamants. Tu es plus habile que moi. Va prendre mademoiselle Cunégonde à Buenos Aires. Si le gouverneur fait quelques difficultés, donne-lui 1 million. S'il ne se rend pas, donne-lui-en 2. Tu n'as point tué d'inquisiteur, on ne se défiera point de toi. J'équiperai un autre vaisseau, j'irai t'attendre à Venise. C'est un pays libre où l'on n'a rien à craindre, ni des Bulgares, ni des Abares, ni des Juifs, ni des inquisiteurs. » Cacambo applaudit cette sage résolution.
Il était au désespoir de se séparer d'un bon maître devenu son ami intime, mais le plaisir de lui être utile l'emporta sur la douleur de le quitter. Ils s'embrassèrent en versant des larmes. Candide lui recommanda de ne point oublier la bonne vieille. Cacambo partit dès le jour même. C'était un très bon homme que ce Cacambo. Candide resta encore quelque temps à Suriname et attendit qu'un autre patron voulût le mener en Italie, lui et les 2 moutons qui lui restaient. Il prit des domestiques et acheta tout ce qui lui était nécessaire pour un long voyage. Enfin, M. Vanderdendur, maître d'un gros vaisseau, vint se présenter à lui. « Combien voulez-vous pour me mener en droiture à Venise, moi, mes gens, mon bagage et les 2 moutons que voilà ?» Le patron s'accorda à 10 000 piastres. Candide n'hésita pas. « Oh oh !» dit à part soi le prudent Vanderdendur. « Cet étranger donne 10 000 piastres tout d'un coup. Il faut qu'il soit bien riche. » Puis, revenant un moment après, il signifia qu'il ne pouvait partir à moins de 20 000. « Eh bien, vous les aurez ?» dit Candide. « Ouais !» se dit tout bas le marchand. « Cet homme donne 20 000 piastres aussi aisément que 10 000. » Il revint encore et dit qu'il ne pouvait le conduire à Venise à moins de 30 000 piastres. « Vous en aurez donc 30 000 ?» répondit Candide. « Oh oh !» se dit encore le marchand hollandais. 30 000 piastres ne coûtent rien à cet homme-ci. Sans doute que les 2 moutons portent des trésors immenses. N'insistons pas davantage. Faisons-nous d'abord payer les 30 000 piastres, et puis nous verrons. Candide vendit 2 petits diamants, dont le moindre valait plus que tout l'argent que demandait le patron. Il le paya d'avance. Les 2 moutons furent embarqués. Candide suivait dans un petit bateau pour joindre le vaisseau à la rade. Le patron prend son temps, met la voile, démarre, le vent le favorise. Candide, éperdu et stupéfait, le perd bientôt de vue. « Hélas !» cria-t-il. « Voilà un tour digne de l'ancien monde !» Il retourne au rivage, abîmé dans la douleur, car enfin, il avait perdu de quoi faire la fortune de 20 monarques. Il se transporte chez le juge hollandais, et comme il était un peu troublé, il frappe rudement à la porte. Il entre, expose son aventure, et crie un peu plus haut qu'il ne convenait. Le juge commença par lui faire payer 10 000 piastres pour le bruit qu'il avait fait. Ensuite, il l'écouta patiemment, lui promit d'examiner son affaire sitôt que le marchand serait revenu, et se fit payer 10 000 piastres pour les frais de l'audience. Ce procédé acheva de désespérer Candide. Il avait à la vérité essuyé des malheurs 1000 fois plus douloureux, mais le sang-froid du juge et celui du patron dont il était volé alluma sa bile et le plongea dans une noire mélancolie. La méchanceté des hommes se présentait à son esprit dans toute sa laideur. Il ne se nourrissait que d'idées tristes. Enfin, un vaisseau français étant sur le point de partir pour Bordeaux, comme il n'avait plus de moutons chargés de diamants à embarquer, il loua une chambre du vaisseau à juste prix et fit signifier dans la ville qu'il payerait le passage, la nourriture et donnerait 2000 piastres à un honnête homme qui voudrait faire le voyage avec lui, à condition que cet homme serait le plus dégoûté de son état et le plus malheureux de la province. Il se présenta une foule de prétendants qu'une flotte n'aurait pu contenir. Candide voulant choisir entre les plus apparents, il distingua une vingtaine de personnes qui lui paraissaient assez sociables et qui toutes prétendaient mériter la préférence. Il les assembla dans son cabaret et leur donna à souper, à condition que chacun ferait serment de raconter fidèlement son histoire, promettant de choisir celui qui lui paraîtrait le plus à plaindre et le plus mécontent de son état à plus juste titre, et de donner aux autres quelques gratifications. La séance dura jusqu'à 4 heures du matin. Candide, en écoutant toutes leurs aventures, se ressouvenait de ce que lui avait dit la vieille en allant à Buenos Aires, et de la gageure qu'elle avait faite, qu'il n'y avait personne sur le vaisseau à qui il ne fût arrivé de très grands malheurs. Il songeait à Pangloss à chaque aventure qu'on lui contait. « Ce Pangloss serait bien embarrassé à démontrer son système. Je voudrais qu'il fût ici. Certainement, si tout va bien, c'est dans Eldorado et non pas dans le reste de la Terre. » Enfin,
il se détermina en faveur d'un pauvre savant qui avait travaillé 10 ans pour les libraires à Amsterdam. Il jugea qu'il n'y avait point de métier au monde dont on dût être plus dégoûté. Ce savant, qui était d'ailleurs un bon homme, avait été volé par sa femme, battu par son fils et abandonné de sa fille qui s'était fait enlever par un Portugais. Il venait d'être privé d'un petit emploi duquel il subsistait, et les prédicants de Suriname le persécutaient parce qu'ils le prenaient pour un Socinien. Il faut avouer que les autres étaient pour le moins aussi malheureux que lui, mais Candide espérait que le savant le désennuierait dans le voyage. Tous ses rivaux trouvèrent que Candide leur faisait une grande injustice, mais il les apaisa en leur donnant à chacun 100 piastres. Le vieux savant, qui s'appelait Martin, s'embarqua donc pour Bordeaux avec Candide. L'un et l'autre avaient beaucoup vu et beaucoup souffert, et quand le vaisseau aurait dû faire voile de Suriname au Japon par le cap de Bonne-Espérance, ils auraient eu de quoi s'entretenir du mal moral et du mal physique pendant tout le voyage. Cependant, Candide avait un grand avantage sur Martin, c'est qu'il espérait toujours revoir mademoiselle Cunégonde, et que Martin n'avait rien à espérer. De plus, il avait de l'or et des diamants, et quoiqu'il eût perdu 100 gros moutons rouges chargés des plus grands trésors de la terre, quoiqu'il eût toujours sur le cœur la friponnerie du patron hollandais, cependant, quand il songeait à ce qui lui restait dans ses poches, et quand il parlait de Cunégonde, surtout à la fin du repas, il penchait alors pour le système de Pangloss. Mais vous, monsieur Martin, que pensez-vous de tout ça? Quelle est votre idée sur le mal moral et le mal physique? Monsieur, répondit Martin, mes prêtres m'ont accusé d'être socinien, mais la vérité du fait est que je suis manichéen. Vous vous moquez de moi. Il n'y a plus de manichéens dans le monde, dit Candide. Il y a moi, répondit Martin. Je ne sais qu'y faire, mais je ne peux penser autrement. Il faut que vous ayez le diable au corps, dit Candide. Il se mêle si fort des affaires de ce monde, dit Martin, qu'il pourrait bien être dans mon corps, comme partout ailleurs. Mais je vous avoue qu'en jetant la vue sur ce globe, ou plutôt sur ce globule, je pense que Dieu l'a abandonné à quelque être malfaisant. J'en accepte toujours Eldorado. Je n'ai guère vu de ville qui ne désirât la ruine de la ville voisine, point de famille qui ne voulut exterminer quelque autre famille. Partout, les faibles ont en exécration les puissants devant lesquels ils rampent, et les puissants les traitent comme des troupeaux dont on vend la laine et la chair. 1 million d'assassins enrégimentés courant d'un bout de l'Europe à l'autre exercent le meurtre et le brigandage avec discipline pour gagner son pain, parce qu'il n'a pas de métier plus honnête. Et dans les villes qui paraissent jouir de la paix, et où les arts fleurissent, les hommes sont dévorés de plus d'envie, de soins et d'inquiétude qu'une ville assiégée n'éprouve de fléaux. Les chagrins secrets sont encore plus cruels que les misères publiques. En un mot, j'en ai tant vu et tant éprouvé que je suis manichéen. Il y a pourtant du bon, répliquait Candide. Cela peut être, disait Martin, mais je ne le connais pas. Au milieu de cette dispute, on entendit un bruit de canon. Le bruit redouble de moment en moment. Chacun prend sa lunette. On aperçoit 2 vaisseaux qui combattent à la distance d'environ 3000. Le vent les amena l'un et l'autre si près du vaisseau français qu'on eut le plaisir de voir le combat tout à son aise. Enfin, l'un des 2 vaisseaux lâcha à l'autre une bordée si bas et si juste qu'il le coula à fond. Candide et Martin aperçurent distinctement une centaine d'hommes sur le tièque du vaisseau qui s'enfonçait. Ils levaient tous les mains au ciel et jetaient des clameurs effroyables. En un moment, tout fut englouti. « Eh bien, dit Martin, voilà comme les hommes se traitent les uns les autres. » Il est vrai qu'il y a quelque chose de diabolique dans cette affaire. En parlant ainsi, il aperçut je ne sais quoi d'un rouge éclatant qui nageait auprès de son vaisseau. On détacha la chaloupe pour voir ce que ce pouvait être.
C'était un de ses moutons. Candide eut plus de joie de retrouver ce mouton qu'il n'en avait été affligé d'en perdre 100, tous chargés de gros diamants d'Eldorado. Le capitaine français aperçut bientôt que le capitaine du vaisseau submergent était espagnol et que celui du vaisseau submergé était un pirate hollandais. C'était celui-là même qui avait volé Candide. Les richesses immenses dont ce scélérat s'était emparé furent ensevelies avec lui dans la mer, et il n'y eut qu'un mouton de sauvé. Vous voyez que le crime est puni quelquefois. Ce coquin de patron hollandais a eu le sort qu'il méritait. Oui, Dit Martin. mais fallait-il que les passagers qui étaient sur son vaisseau périssent aussi? Dieu a puni ce fripon. Le diable a noyé les autres. Cependant, le vaisseau français et l'espagnol continuèrent leur route, et Candide continua ses conversations avec Martin. Ils disputèrent 15 jours de suite, et au bout de 15 jours, ils étaient aussi avancés que le premier. Mais enfin, ils parlaient, ils se communiquaient des idées, ils se consolaient. Candide caressait son mouton. « Puisque je t'ai retrouvé, Dit-il, je pourrais bien retrouver Cunégonde. » on aperçut enfin les côtes de France. Avez-vous jamais été en France, monsieur Martin? Dit Candide. Oui, Dit Martin. j'ai parcouru plusieurs provinces. Il y en a où la moitié des habitants est folle, quelques-unes où l'on est trop rusé, d'autres où l'on est communément assez doux et assez bête, d'autres où l'on fait le bel esprit, et dans toutes, la principale occupation est l'amour, la seconde de médire, et la troisième de dire des sottises. Mais monsieur Martin, avez-vous vu Paris? Oui, j'ai vu Paris. Il tient de toutes ces espèces-là. C'est un chaos. C'est une presse dans laquelle tout le monde cherche le plaisir et où presque personne ne le trouve. Du moins, à ce qu'il m'a paru. J'y ai séjourné peu. J'y fus volé en arrivant de tout ce que j'avais par des filous à la foire Saint-Germain. On me prit moi-même pour un voleur et je fus 8 jours en prison. Après quoi, je me fis correcteur d'imprimerie pour gagner de quoi retourner à pied en Hollande. Je connus la canaille écrivante, la canaille cabalante et la canaille convulsionnaire. On dit qu'il y a des gens fort polis dans cette ville-là. Je veux le croire. Pour moi, je n'ai nulle curiosité de voir la France. Dit Candide. Vous devinez aisément que quand on a passé 1 mois dans Eldorado, on ne se soucie plus de rien voir sur terre que mademoiselle Cunégonde. Je vais l'attendre à Venise. Nous traverserons la France pour aller en Italie. Ne m'accompagnerez-vous pas? Très volontiers. Dit Martin. On dit que Venise n'est bonne que pour les nobles vénitiens, mais que, cependant, on y reçoit très bien les étrangers, quand ils ont beaucoup d'argent. Je n'en ai point. Vous en avez. Je vous suivrai partout. À propos, Dit Candide. pensez-vous que la Terre ait été originairement une mer, comme on l'assure dans ce gros livre qui appartient au capitaine du vaisseau? Je n'en crois rien du tout, Dit Martin. non plus que toutes les rêveries qu'on nous débite depuis quelque temps. Mais à quelle fin ce monde a-t-il donc été formé? Dit Candide. Pour nous faire enrager. Répondit Martin. N'êtes-vous pas bien étonné de l'amour que ces 2 filles du pays des oreillons avaient pour ces 2 singes et dont je vous ai conté l'aventure? Point du tout. Dit Martin. Je ne vois pas ce que cette passion a d'étrange. J'ai tant vu de choses extraordinaires qu'il n'y a plus rien d'extraordinaire. Croyez-vous que les hommes se soient toujours mutuellement massacrés comme ils le font aujourd'hui? Qu'ils aient toujours été menteurs, fourbes, perfides, ingrats, brigands, faibles, volages, lâches, envieux, gourmands, ivrognes, avares, ambitieux, sanguinaires, calomniateurs, débauchés, fanatiques, hypocrites et sots? Croyez-vous, Dit Martin. que les éperviers aient toujours mangé des pigeons quand ils en ont trouvé? Oui, sans doute. Dit Candide. Eh bien,
dit Martin. Si les éperviers ont toujours eu le même caractère, pourquoi voulez-vous que les hommes aient changé le leur? Oh, dit Candide. Il y a bien de la différence, car le libre arbitre... En raisonnant ainsi, ils arrivèrent à Bordeaux. Candide ne s'arrêta dans Bordeaux qu'autant de temps qu'il en fallait pour vendre quelques cailloux du Dorado et pour s'accommoder d'une bonne chaise à 2 places, car il ne pouvait plus se passer de son philosophe Martin. Il fut seulement très fâché de se séparer de son mouton, qu'il laissa à l'Académie des sciences de Bordeaux, laquelle proposa pour le sujet du prix de cette année de trouver pourquoi la laine de ce mouton était rouge. Et le prix fut adjugé à un savant du Nord qui démontra par A plus B moins C divisé par Z que le mouton devait être rouge et mourir de la clavellée. Cependant, tous les voyageurs que Candide rencontra dans les cabarets de la route lui disaient « Nous allons à Paris ». Cet empressement général lui donna enfin l'envie de voir cette capitale. Ce n'était pas beaucoup se détourner du chemin de Venise. Il entra par le faubourg Saint-Marceau et crut être dans le plus vilain village de la Westphalie. À peine Candide fut-il dans son auberge qu'il fut attaqué d'une maladie légère, causée par ses fatigues. Comme il avait au doigt un diamant énorme, et qu'on avait aperçu dans son équipage une cassette prodigieusement pesante, il eut aussitôt auprès de lui 2 médecins qu'il n'avait pas mandés, quelques amis intimes qui ne le quittèrent pas, et 2 dévotes qui faisaient chauffer ses bouillons. Martin disait « Je me souviens d'avoir été malade aussi à Paris dans mon premier voyage. J'étais fort pauvre. Aussi n'eus-je ni amis, ni dévotes, ni médecins, et je guéris. » Cependant, à force de médecine et de saignées, la maladie de Candide devint sérieuse. Un habitué du quartier vint avec douceur lui demander un billet payable au porteur pour l'autre monde. Candide n'en voulut rien faire. Les dévotes l'assurèrent que c'était une nouvelle mode. Candide répondit qu'il n'était point homme à la mode. Martin voulut jeter l'habitué par les fenêtres. Le clerc jura qu'on n'enterrerait point Candide. Martin jura qu'il enterrerait le clerc s'il continuait à les importuner. La querelle s'échauffa, Martin le prit par les épaules et le chassa rudement, ce qui causa un grand scandale dont on fit un procès verbal. Candide guérit, et pendant sa convalescence, il eut très bonne compagnie à souper chez lui. On jouait gros jeu. Candide était tout étonné que jamais les as ne lui vinssent, et Martin ne s'en étonnait pas. Parmi ceux qui lui faisaient les honneurs de la ville, il y avait un petit abbé Périgourdin, l'un de ces gens empressés, toujours alertes, toujours serviables, effrontés, caressants, accommodants, qui guettent les étrangers à leur passage, leur content l'histoire scandaleuse de la ville, et leur offrent des plaisirs à tout prix. Celui-ci mena d'abord Candide et Martin à la comédie. On y jouait une tragédie nouvelle. Candide se trouva placé auprès de quelques beaux esprits. Cela ne l'empêcha pas de pleurer à des scènes jouées parfaitement. Un des raisonneurs qui était à ses côtés lui dit dans un entr'acte « Vous avez grand tort de pleurer. Cette actrice est fort mauvaise. L'acteur qui joue avec elle est plus mauvais acteur encore. La pièce est encore plus mauvaise que les acteurs. L'auteur ne sait pas un mot d'arabe, et cependant la scène est en Arabie. Et de plus, c'est un homme qui ne croit pas aux idées innées. Je vous apporterai demain 20 brochures contre lui. » « Monsieur, combien avez-vous de pièces de théâtre en France » dit Candide à l'abbé, lequel répondit « 5 ou 6 000. » « C'est beaucoup » dit Candide. « Combien y en a-t-il de bonnes » « 15 ou 16, » répliqua l'autre. « C'est beaucoup, » dit Martin. Candide fut très content d'une actrice qui faisait la reine Élisabeth dans une assez plate tragédie que l'on joue quelquefois. « Cette actrice me plaît beaucoup, » dit-il à Martin. « Elle a un faux air de mademoiselle Cunégonde, je serais bien aise de la saluer. » L'abbé Périgourdin s'offrit à l'introduire chez elle. Candide, élevé en Allemagne, demanda quelle était l'étiquette et comment on traitait en France les reines d'Angleterre. « Il faut distinguer, » dit l'abbé. « En province,
on les mène au cabaret. À Paris, on les respecte quand elles sont belles, et on les jette à la voirie quand elles sont mortes. » « Des reines à la voirie ?» dit Candide. « Oui, vraiment, Dit Martin. monsieur l'abbé a raison. J'étais à Paris quand mademoiselle Monime passa, comme on dit, de cette vie à l'autre. On lui refusa ce que ces gens-ci appellent les honneurs de la sépulture, c'est-à-dire de pourrir avec tous les gueux du quartier dans un vilain cimetière. Elle fut enterrée toute seule de sa bande au coin de la rue de Bourgogne, ce qui dut lui faire une peine extrême, car elle pensait très noblement. » « Cela est bien impoli. » Dit Candide. « Que voulez-vous ? Dit Martin. Ces gens-ci sont ainsi faits. Imaginez toutes les contradictions, toutes les incompatibilités possibles. Vous les verrez dans le gouvernement, dans les tribunaux, dans les églises, dans les spectacles de cette drôle de nation. » « Est-il vrai qu'on rit toujours à Paris ?» Dit Candide. Oui, dit l'abbé. Mais c'est enrageant, car on s'y plaint de tout avec de grands éclats de rire. Même on y fait en riant les actions les plus détestables. « Quel est ce gros cochon qui me disait tant de mal de la pièce où j'ai tant pleuré, et des acteurs qui m'ont tant fait de plaisir ?» ?»« C'est un mal vivant, répondit l'abbé, qui gagne sa vie à dire du mal de toutes les pièces et de tous les livres. Il hait quiconque réussit, comme les eunuques haïssent les jouissants. C'est un de ces serpents de la littérature qui se nourrissent de fange et de venin. C'est un folliculaire. » « Qu'appelez-vous un folliculaire ?» dit Candide. « C'est, dit l'abbé, un faiseur de feuilles, un fréron. » C'est ainsi que Candide, Martin et le Périgourdin raisonnaient sur l'escalier, en voyant défiler le monde au sortir de la pièce. « Quoique je sois très empressé de revoir mademoiselle Cunégonde, je voudrais pourtant souper avec mademoiselle Clairon, car elle m'a paru admirable. » L'abbé n'était pas homme à approcher de mademoiselle Clairon, qui ne voyait que bonne compagnie. « Elle est engagée pour ce soir, dit-il, mais j'aurai l'honneur de vous mener chez une dame de qualité. Et là, vous connaîtrez Paris comme si vous y aviez été 4 ans. » Candide, qui était naturellement curieux, se laissa mener chez la dame au fond du faubourg Saint-Honoré. On y était occupé d'un pharaon. 12 tristes pontes tenaient chacun en main un petit livre de cartes, registre cornu de leurs infortunes. Un profond silence régnait, la pâleur était sur le front des pontes, l'inquiétude sur celui du banquier, et la dame du logis, assise auprès de ce banquier impitoyable, remarquait avec des yeux de lynx tous les parolis, tous les 7 levas de campagne dont chaque joueur cornait ses cartes. Elle les faisait décorner avec une attention sévère mais polie, et ne se fâchait point de peur de perdre ses pratiques. La dame se faisait appeler la marquise de Parolignac. Sa fille, âgée de 15 ans, était au nombre des pontes et avertissait d'un clin d'œil des friponneries de ces pauvres gens qui tâchaient de réparer les cruautés du sort. L'abbé Périgourdin, Candide et Martin entrèrent. Personne ne se leva, ni les salua, ni les regarda. Tous étaient profondément occupés de leurs cartes. « Madame la baronne de Nortentronck était plus civile. » dit Candide. Cependant, l'abbé s'approcha de l'oreille de la marquise, qui se leva à moitié, honora Candide d'un sourire gracieux, et Martin d'un air de tête tout à fait noble. Elle fit donner un siège et un jeu de cartes à Candide, qui perdit 50 000 francs en 2 tailles. Après quoi on soupa très gaiement, et tout le monde était étonné que Candide ne fût pas ému de sa perte. Les laquais disaient entre eux, dans leur langage de laquais, « Il faut que ce soit quelque milord anglais. » Le souper fut comme la plupart des soupers de Paris. D'abord du silence, ensuite un bruit de paroles qu'on ne distingue point, puis des plaisanteries dont la plupart sont insipides, de fausses nouvelles, de mauvais raisonnements, un peu de politique et beaucoup de médisance. On parla même de livres nouveaux. « Avez-vous vu,
dit l'abbé Périgourdin, le roman du sieur Gauchat, docteur en théologie. Oh oui, Répondit un des convives. mais je n'ai pu l'achever. Nous avons une foule d'écrits impertinents, mais tous ensemble n'approchent pas de l'impertinence de Gauchat, docteur en théologie. Je suis si rassasié de cette immensité de détestables livres qui nous inondent que je me suis mis à ponter au pharaon. Et les mélanges de l'archidiacre T. Qu'en dites-vous? Dit l'abbé. Oh, Dit madame de Parolignac. l'ennuyeux mortel! Comme il vous dit curieusement ce que tout le monde sait! Comme il discute pesamment ce qui ne vaut pas la peine d'être remarqué légèrement! Comme il s'approprie sans esprit l'esprit des autres! Comme il gâte ce qu'il pille! Comme il me dégoûte! Mais il ne me dégoûtera plus! C'est assez d'avoir lu quelques pages de l'archidiacre! Il y avait à table un homme savant et de goût qui appuya ce que disait la marquise. On parla ensuite de tragédie. La dame demanda pourquoi il y avait des tragédies qu'on jouait quelquefois et qu'on ne pouvait lire. L'homme de goût expliqua très bien comment une pièce pouvait avoir quelque intérêt et n'avoir presque aucun mérite. Il prouva en peu de mots que ce n'était pas assez d'amener une ou deux de ces situations qu'on trouve dans tous les romans et qui séduisent toujours les spectateurs, mais qu'il faut être neuf sans être bizarre, souvent sublime et toujours naturel, connaître le cœur humain et le faire parler, être grand poète sans que jamais aucun personnage de la pièce paraisse poète, savoir parfaitement sa langue, la parler avec pureté, avec une harmonie continue, sans que jamais la rime coûte rien au sens. Quiconque, ajouta-t-il, n'observe pas toutes ces règles peut faire une ou deux tragédies applaudies au théâtre, mais il ne sera jamais compté au rang des bons écrivains. Il y a très peu de bonnes tragédies. Les unes sont des idylles en dialogue bien écrits et bien rimés, les autres des raisonnements politiques qui endorment ou des amplifications qui rebutent. Les autres, des rêves d'énergumènes en style barbare, des propos interrompus, de longues apostrophes aux dieux, parce qu'on ne sait point parler aux hommes, des maximes fausses, des lieux communs empoulés. Candide écouta ce propos avec attention et conçut une grande idée du discoureur. Et, comme la marquise avait eu soin de le placer à côté d'elle, il s'approcha de son oreille et prit la liberté de lui demander qui était cet homme qui parlait si bien. « C'est un savant, Dit la dame. qui ne ponte point et que l'abbé m'amène quelquefois à souper. Il se connaît parfaitement en tragédie et en livres, et il a fait une tragédie sifflée et un livre dont on n'a jamais vu hors de la boutique de son libraire qu'un exemplaire qu'il m'a dédié. » Le grand homme, c'est un autre Pangloss. Dit Candide. Alors, se tournant vers lui, il lui dit « Monsieur, vous pensez sans doute que tout est au mieux dans le monde physique et dans le moral et que rien ne pouvait être autrement. »« Moi, monsieur !» lui répondit le savant. « Je ne pense rien de tout cela. Je trouve que tout va de travers chez nous, que personne ne sait ni quel est son rang, ni quelle est sa charge, ni ce qu'il fait, ni ce qu'il doit faire, et qu'excepté le souper, qui est assez gai, et où il paraît assez d'union, tout le reste du temps se passe en querelle impertinente, jansénistes contre molinistes, gens du Parlement contre gens d'église, gens de lettres contre gens de lettres, courtisans contre courtisans, financiers contre le peuple, femmes contre mari, parents contre parents. Oh, c'est une guerre éternelle. » Candide lui répliqua. « J'ai vu pis. Mais un sage, qui depuis a eu le malheur d'être pendu, m'apprit que tout cela est à merveille. Ce sont des ombres à un beau tableau. » Votre pendu se moquait du monde, dit Martin. Vos ombres sont des taches horribles. Ce sont les hommes qui font les tâches, et ils ne peuvent pas s'en dispenser. Ce n'est donc pas leur faute, dit Martin. La plupart des pontes, qui n'entendaient rien à ce langage, buvaient, et Martin raisonna avec le savant, et Candide raconta une partie de ses aventures à la dame du logis. Après souper, la marquise mena Candide dans son cabinet et le fit asseoir sur un canapé. «
Eh bien, lui dit-elle. vous aimez donc toujours éperdument mademoiselle Cunégonde de Thunderton-Tronck? Oui, madame. Répondit Candide. La marquise lui répliqua avec un sourire tendre. Vous me répondez comme un jeune homme de Westphalie. Un Français m'aurait dit « Il est vrai que j'ai aimé mademoiselle Cunégonde, mais en vous voyant, madame, je crains de ne la plus aimer. » Hélas, madame, Dit Candide. je répondrai comme vous voudrez. Votre passion pour elle a commencé en ramassant son mouchoir. Je veux que vous ramassiez ma jarretière. De tout mon cœur. Dit Candide, et il la ramassa. Mais je veux que vous me la remettiez. Dit la dame, et Candide la lui remit. Voyez-vous, Dit la dame, vous êtes étranger. Je fais quelquefois languir mes amants de Paris 15 jours. Mais je me rends à vous dès la première nuit, parce qu'il faut faire les honneurs de son pays à un jeune homme de Westphalie. la belle, ayant aperçu 2 énormes diamants aux 2 mains de son jeune étranger, les loua de si bonne foi que des doigts de Candide ils passèrent aux doigts de la marquise. Candide, en s'en retournant avec son abbé Périgourdin, sentit quelque remords d'avoir fait une infidélité à mademoiselle Cunégonde. Monsieur l'abbé entra dans sa peine. Il n'avait qu'une légère part aux 50 000 livres perdus au jeu par Candide et à la valeur des 2 brillants moitié donnés, moitié extorqués. Son dessein était de profiter, autant qu'il le pourrait, des avantages que la connaissance de Candide pouvait lui procurer. Il lui parla beaucoup de Cunégonde, et Candide lui dit qu'il demanderait bien pardon à cette belle de son infidélité quand il la verrait à Venise. Le Périgourdin redoublait de politesse et d'attention, et prenait un intérêt tendre à tout ce que Candide disait, à tout ce qu'il faisait, à tout ce qu'il voulait faire. « Vous avez donc, monsieur, lui dit-il, un rendez-vous à Venise ?» Oui, monsieur l'abbé, il faut absolument que j'aille trouver mademoiselle Cunégonde. Alors, engagé par le plaisir de parler de ce qu'il aimait, il conta, selon son usage, une partie de ses aventures avec cette illustre Westphalienne. « Je crois, dit l'abbé, que mademoiselle Cunégonde a bien de l'esprit et qu'elle écrit des lettres charmantes. » Je n'en ai jamais reçu, dit Candide. car figurez-vous qu'ayant été chassé du château pour l'amour d'elle, je ne pus lui écrire. Que bientôt après, j'appris qu'elle était morte, qu'ensuite je la retrouvai et que je la perdis, et que je lui ai envoyé à 2500 lieues d'ici un express dont j'attends la réponse. L'abbé écoutait attentivement et paraissait un peu rêveur. Il prit bientôt congé des 2 étrangers après les avoir tendrement embrassés. Le lendemain, Candide reçut à son réveil une lettre conçue en ces termes. « Monsieur mon très cher amant, Il y a 8 jours que je suis malade en cette ville. J'apprends que vous y êtes. Je volerais dans vos bras si je pouvais remuer. J'ai su votre passage à Bordeaux. J'y ai laissé le fidèle Cacambo et la vieille qui doivent bientôt me suivre. Le gouverneur de Buenos Aires a tout pris. Mais il me reste votre cœur. Venez, votre présence me rendra la vie ou me fera mourir de plaisir. » Cette lettre charmante, cette lettre inespérée transporta Candide d'une joie inexprimable, et la maladie de sa chère Cunégonde l'accabla de douleur. Partagé entre ces 2 sentiments, il prend son or et ses diamants, et se fait conduire avec Martin à l'hôtel où mademoiselle Cunégonde demeurait. Il entre en tremblant d'émotion, son cœur palpite, sa voix sanglote, il veut ouvrir les rideaux du lit, il veut faire apporter de la lumière. « Gardez-vous-en bien, Lui dit la suivante. la lumière la tue. » Et soudain, elle referme le rideau. « Ma chère Cunégonde, comment vous portez-vous » dit Candide en pleurant. « Si vous ne pouvez me voir, parlez-moi du moins. » Elle ne peut parler. Dit la suivante. La dame alors tire du lit une main potelée que Candide arrose longtemps de ses larmes et qu'il remplit ensuite de diamants, en laissant un sac plein d'or sur le fauteuil. Au milieu de ces transports, arrive un exempt suivi de l'abbé Périgourdin et d'une escouade. « Voilà donc, Dit-il, ces 2 étrangers suspects !» il les fait incontinent saisir et ordonne à ses braves de les traîner en prison. Ce n'est pas ainsi qu'on traite les voyageurs dans le Dorado. » Dit Candide.
Je suis plus manichéen que jamais, dit Martin. Mais, monsieur, où nous menez-vous? Dit Candide. Dans un cul de basse-fosse, Dit l'exempt. Martin, ayant repris son sang-froid, jugea que la darne qui se prétendait Cunégonde était une friponne, monsieur l'abbé Périgourdin un fripon qui avait abusé au plus vite de l'innocence de Candide, et l'exempt un autre fripon dont on pouvait aisément se débarrasser. Plutôt que de s'exposer aux procédures de la justice, Candide, éclairé par son conseil, et d'ailleurs toujours impatient de revoir la véritable Cunégonde, propose à l'exempt 3 petits diamants d'environ 3000 pistoles chacun. « Ah, monsieur, Lui dit l'homme au bâton d'ivoire. eussiez-vous commis tous les crimes imaginables, vous êtes le plus honnête homme du monde. 3 diamants, chacun de 3000 pistoles. Oh, monsieur, je me ferais tuer pour vous, au lieu de vous mener dans un cachot. On arrête tous les étrangers, mais laissez-moi faire. J'ai un frère à Dieppe en Normandie. Je vais vous y mener. Et si vous avez quelques diamants à lui donner, il aura soin de vous, comme moi-même. » Et pourquoi arrête-t-on tous les étrangers? Dit Candide. L'abbé Périgourdin prit alors la parole et dit « C'est parce qu'un gueux du pays d'Atrébassie a entendu dire des sottises. Cela seul lui a fait commettre un parricide, non pas tel que celui de 1610 au mois de mai, mais tel que celui de 1594 au mois de décembre, et tel que plusieurs autres commis dans d'autres années et dans d'autres mois par d'autres gueux qui avaient entendu dire des sottises. » L'exempt alors expliqua de quoi il s'agissait. « Ah, les monstres !» s'écria Candide. « Quoi, de telles horreurs chez un peuple qui danse et qui chante? Ne pourrais-je sortir au plus vite de ce pays où des singes agacent des tigres? J'ai vu des ours dans mon pays, je n'ai vu des hommes que dans le Dorado. Au nom de Dieu, monsieur l'exempt, menez-moi à Venise, où je dois attendre mademoiselle Cunégonde. » « Je ne peux vous mener qu'en Basse-Normandie. » dit le Barigel. Aussitôt, il lui fait ôter ses fers, dit qu'il s'est mépris, renvoie ses gens, et emmène à Dieppe Candide et Martin, et les laisse entre les mains de son frère. Il y avait un petit vaisseau hollandais à la rade. Le Normand, à l'aide de 3 autres diamants devenus le plus serviable des hommes, embarque Candide et ses gens dans le vaisseau qui allait faire voile pour Portsmouth en Angleterre. Ce n'était pas le chemin de Venise, mais Candide croyait être délivré de l'enfer, et il comptait bien reprendre la route de Venise à la première occasion. Ah, Pangloss, Pangloss! Oh, Martin, Martin! Ah, ma chère Cunégonde! Qu'est-ce que ce monde-ci? Disait Candide sur le vaisseau hollandais. Quelque chose de bien fou et de bien abominable, Répondait Martin. Vous connaissez l'Angleterre. Y est-on aussi fou qu'en France? C'est une autre espèce de folie, Dit Martin. Vous savez que ces 2 nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada, et qu'elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le Canada ne vaut. De vous dire précisément s'il y a plus de gens à lier dans un pays que dans un autre, c'est ce que mes faibles lumières ne me permettent pas. Je sais seulement qu'en général, les gens que nous allons voir sont fort atrabilaires. En causant ainsi, ils abordèrent à Portsmouth. Une multitude de peuple couvrait le rivage et regardait attentivement un assez gros homme qui était à genoux, les yeux bandés, sur le tillac d'un des vaisseaux de la flotte. 4 soldats, postés vis-à-vis de cet homme, lui tirèrent chacun 3 balles dans le crâne le plus paisiblement du monde, et toute l'assemblée s'en détourna extrêmement satisfaite. « Qu'est-ce donc que tout ceci? Dit Candide. Et quel démon exerce partout son empire? » Il demanda qui était ce gros homme qu'on venait de tuer en cérémonie. « C'est un amiral. » lui répondit-on. « Et pourquoi tuer cet amiral? » « C'est lui dit-on, parce qu'il n'a pas fait tuer assez de monde. Il a livré un combat à un amiral français, et on a trouvé qu'il n'était pas assez près de lui. » Mais, dit Candide, l'amiral français était aussi loin de l'amiral anglais que celui-ci l'était de l'autre.
Cela est incontestable, lui répliqua-t-on. mais dans ce pays-ci, il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres. Candide fut si étourdi et si choqué de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait, qu'il ne voulut pas seulement mettre pied à terre, et qu'il fit son marché avec le patron hollandais, dût-il le voler comme celui de Suriname, pour le conduire sans délai à Venise. Le patron fut prêt au bout de 2 jours. On côtoya la France, on passa à la vue de Lisbonne, et Candide frémit. On entra dans le détroit et dans la Méditerranée. Enfin, on aborda à Venise. « Dieu soit loué !» dit Candide en embrassant Martin. « C'est ici que je reverrai la belle Cunégonde. Je compte sur Cacambo comme sur moi-même. Tout est bien, tout va bien, tout va le mieux qu'il soit possible. » Dès qu'il fut à Venise, il fit chercher Cacambo dans tous les cabarets, dans tous les cafés, chez toutes les filles de joie, et ne le trouva point. Il envoyait tous les jours à la découverte de tous les vaisseaux et de toutes les barques. Nulle nouvelle de Cacambo. « Quoi ?» disait-il à Martin. « J'ai eu le temps de passer de Suriname à Bordeaux, d'aller de Bordeaux à Paris, de Paris à Dieppe, de Dieppe à Portsmouth, de côtoyer le Portugal et l'Espagne, de traverser toute la Méditerranée, de passer quelques mois à Venise et la belle Cunégonde n'est point venue. Je n'ai rencontré au lieu d'elle qu'une drôlesse et un abbé Périgourdin. Cunégonde est morte sans doute, je n'ai plus qu'à mourir. Ah, il valait mieux rester dans le paradis du Dorado que de revenir dans cette maudite Europe. Que vous avez raison, mon cher Martin, tout n'est qu'illusion et calamité. » Il tomba dans une mélancolie noire, et ne prit aucune part à l'opéra alla moda, ni aux autres divertissements du carnaval. Pas une dame ne lui donna la moindre tentation. Martin lui dit « Vous êtes bien simple, en vérité, de vous figurer qu'un valet métis qui a 5 ou 6 millions dans ses poches ira chercher votre maîtresse au bout du monde et vous l'amènera à Venise. Il la prendra pour lui s'il la trouve. S'il ne la trouve pas, il en prendra une autre. Je vous conseille d'oublier votre valet Cacambo et votre maîtresse Cunégonde. » Martin n'était pas consolant. La mélancolie de Candide augmenta, et Martin ne cessait de lui prouver qu'il avait peu de vertu et peu de bonheur sur la terre, excepté peut-être dans Eldorado, où personne ne pouvait aller. En disputant sur cette matière importante, et en attendant Cunégonde, Candide aperçut un jeune théatin dans la place Saint-Marc qui tenait sous le bras une fille. Le théatin paraissait frais, potelé, vigoureux, ses yeux étaient brillants, son air assuré, sa mine haute, sa démarche fière. La fille était très jolie et chantait. Elle regardait amoureusement son théatin et de temps en temps lui pinçait ses grosses joues. « Vous m'avouerez du moins que ces gens-ci sont heureux, » dit Candide à Martin. « Je n'ai trouvé jusqu'à présent dans toute la terre habitable, excepté dans Eldorado, que des infortunés. Mais pour cette fille et ce théatin, je gage que ce sont des créatures très heureuses. »« Je gage que non, » dit Martin. « Il n'y a qu'à les prier à dîner, et vous verrez si je me trompe. » Aussitôt il les aborde. Il leur fait son compliment et les invite à venir à son hôtellerie manger des macaronis, des perdrix de Lombardie, des œufs d'esturgeon et à boire du vin de Montepulciano, du Lacryma Christi, du Chypre et du Samos. La demoiselle rougit, le théatin accepta la partie et la fille le suivit en regardant Candide avec des yeux de surprise et de confusion qui furent obscurcis de quelques larmes. À peine fut-elle entrée dans la chambre de Candide qu'elle lui dit « Et quoi, monsieur Candide ne reconnaît plus Paquette ?» À ces mots, Candide, qui ne l'avait pas considérée jusque-là avec attention, parce qu'il n'était occupé que de Cunégonde, lui dit « Hélas, ma pauvre enfant, c'est donc vous qui avez mis le docteur Pangloss dans le bel état où je l'ai vu ?»« Hélas, monsieur, c'est moi-même, » dit Paquette. « Je vois que vous êtes instruit de tout. J'ai su les malheurs épouvantables arrivés à toute la maison de madame la baronne et à la belle Cunégonde. Je vous jure que ma destinée n'a guère été moins triste. J'étais fort innocente quand vous m'avez vue. Un cordelier, qui était mon confesseur,
me séduisit aisément. Les suites en furent affreuses. Je fus obligée de sortir du château quelque temps après que monsieur le baron vous eût renvoyé à grands coups de pied dans le derrière. Si un fameux médecin n'avait pas pris pitié de moi, j'étais morte. Je fus quelque temps, par reconnaissance, la maîtresse de ce médecin. Sa femme, qui était jalouse à la rage, me battait tous les jours, impitoyablement. C'était une furie. Ce médecin était le plus laid de tous les hommes, et moi la plus malheureuse de toutes les créatures d'être battue continuellement pour un homme que je n'aimais pas. Vous savez, monsieur, combien il est dangereux pour une femme acariâtre d'être l'épouse d'un médecin. Celui-ci, outré des procédés de sa femme, lui donna un jour, pour la guérir d'un petit rhume, une médecine si efficace qu'elle en mourut en 2 heures de temps dans des convulsions horribles. Les parents de madame intentèrent à monsieur un procès criminel. Il prit la fuite, et moi je fus mise en prison. Mon innocence ne m'aurait pas sauvée si j'avais été un peu jolie. Le juge m'élargit, à condition qu'il succéderait au médecin. Je fus bientôt supplantée par une rivale, chassée sans récompense, et obligée de continuer ce métier abominable qui vous paraît si plaisant à vous autres hommes, et qui n'est pour nous qu'un abîme de misère. J'allais exercer la profession à Venise. Ah, monsieur, si vous pouviez vous imaginer ce que c'est que d'être obligé de caresser indifféremment un vieux marchand, un avocat, un moine, un gondolier, un abbé, d'être exposé à toutes les insultes, à toutes les avanies, d'être souvent réduite à emprunter une jupe pour aller se la faire lever par un homme dégoûtant, d'être volée par l'un de ce qu'on a gagné avec l'autre, d'être rançonnée par les officiers de justice, et de n'avoir en perspective qu'une vieillesse affreuse, un hôpital et un fumier, vous concluriez que je suis une des plus malheureuses créatures du monde. Paquette ouvrait ainsi son cœur au bon Candide dans un cabinet en présence de Martin qui disait à Candide « Vous voyez que j'ai déjà gagné la moitié de la gageure. » Frère Giroflée était resté dans la salle à manger et buvait un coup en attendant le dîner. « Mais vous aviez l'air si gai, si content quand je vous ai rencontré. Vous chantiez, vous caressiez le théatin avec une complaisance naturelle. Vous m'avez paru aussi heureuse que vous prétendez être infortunée, dit Candide à Paquette. Ah oui, monsieur, répondit Paquette. C'est encore là une des misères du métier. J'ai été hier volée et battue par un officier, et il faut aujourd'hui que je paraisse de bonne humeur pour plaire à un moine. Candide n'en voulut pas davantage. Il avoua que Martin avait raison. On se mit à table avec Paquette et le théatin. Le repas fut assez amusant, et sur la fin, on se parla avec quelque confiance. « Mon père, dit Candide au moine, vous me paraissez jouir d'une destinée que tout le monde doit envier. La fleur de la santé brille sur votre visage, votre physionomie annonce le bonheur. Vous avez une très jolie fille pour votre récréation, et vous paraissez très content de votre état de théatin. »« Ma foi, monsieur, dit frère Giroflée, je voudrais que tous les théatins fussent au fond de la mer. J'ai été tenté 100 fois de mettre le feu au couvent et d'aller me faire turc. Mes parents me forcèrent, à l'âge de 15 ans, d'endosser cette détestable robe pour laisser plus de fortune à un maudit frère aîné que Dieu confonde. La jalousie, la discorde, la rage habitent dans le couvent. Il est vrai que j'ai prêché quelques mauvais sermons qui m'ont valu un peu d'argent dont le prieur me vole la moitié. Le reste me sert à entretenir des filles. Mais quand je rentre le soir dans le monastère, je suis prêt de me casser la tête contre les murs du dortoir, et tous mes confrères sont dans le même cas. » Martin, se retournant vers Candide avec son sang-froid ordinaire, « Eh bien, lui dit-il, n'ai-je pas gagné la gageure tout entière ?» Candide donna 2000 piastres à Paquette et 1000 piastres à frère Giroflée. « Je vous réponds qu'avec cela, ils seront heureux. »« Je n'en crois rien du tout, dit Martin. Vous les rendrez peut-être avec ces piastres beaucoup plus malheureux encore. »« Il en sera ce qui pourra, dit Candide.
Mais une chose me console. Je vois qu'on retrouve souvent les gens qu'on ne croyait jamais retrouver. Il se pourra bien faire qu'ayant rencontré mon mouton rouge et Paquette, je rencontre aussi Cunégonde. Je souhaite, dit Martin, qu'elle fasse un jour votre bonheur. Mais c'est de quoi je doute fort. Vous êtes bien dur, dit Candide. C'est que j'ai vécu, dit Martin. mais regardez ces gondoliers. Dit Candide. Ne chantent-ils pas sans cesse? Vous ne les voyez pas dans leur ménage, avec leurs femmes et leurs marmots d'enfants, dit Martin. Le doge a ses chagrins, les gondoliers ont les leurs. Il est vrai qu'à tout prendre, le sort d'un gondolier est préférable à celui d'un doge. Mais je crois la différence si médiocre que cela ne vaut pas la peine d'être examiné. On parle du sénateur Pococurante, qui demeure dans ce beau palais sur la Brenta et qui reçoit assez bien les étrangers. On prétend que c'est un homme qui n'a jamais eu de chagrin. Je voudrais voir une espèce si rare, dit Martin. Candide aussitôt fit demander au seigneur Pococurante la permission de venir le voir le lendemain.